Bonjour, chers auditeurs, bonjour à tous les professionnels de management de projet. Bienvenue dans ce nouveau podcast de notre blog Gestion de projet. Aujourd'hui, on aborde le schéma directeur des systèmes d'information, souvent abrégé en SDSI. C'est un sujet que l'on associe habituellement aux experts techniques, à l'élite technique et aux dirigeants. Or, la transformation qu'il implique concerne un nombre croissant d'organisations. Donc, si vous êtes aujourd'hui décideur, responsable de la transformation numérique, directeur des systèmes d'information, même consultant ou CTO, vous êtes au bon endroit. Pour nous guider dans ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Quentin Moreau de Keops Conseil, un spécialiste reconnu dans ce domaine. Et ensemble, nous allons décrypter ce qu'est un SDSI, comment on en crée un, les précautions à prendre en compte pour s'assurer de son efficacité. Il partagera également avec vous comment il guide les chefs de projet pour qu'ils s'approprient le SDSI une fois créé. Et c'est une étape importante pour que le plan stratégique ne reste pas finalement lettre morte et que les projets continuent à avancer dans la bonne direction. Et enfin, comment s'assurer que l'équipe soit alignée avec les nouvelles directives que le SDSI, le plan stratégique, met en place. Quentin, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci de même, Sarah. Un plaisir d'être là aussi. Parfait. Alors Quentin, parlez-nous un petit peu de vous et de l'approche qu'adopte votre cabinet Keops Conseil. Oui, donc je suis Quentin Moreau, je suis le dirigeant aujourd'hui de la société Keops Conseil. On a un cabinet spécialisé en IT stratégie. C'est un terme bien galvaudé pour dire qu'on fait de l'organisation des DSI globalement. Et on va intervenir à différents niveaux pour l'organisation. On va avoir un schéma très orienté stratégie, avec notamment les schémas directeurs des systèmes d'information, les modèles opérationnels cibles qu'on peut créer pour nos clients. Une partie plus orientée tactique, avec l'embarquement, on va dire, des référentiels, des bonnes pratiques un peu internationales qu'on connaît tous, ITIL, COBIT, TOGAF, j'en passe, où on va venir en tant que professionnel des bonnes pratiques implémenter des solutions type ITSM, type PPM, cartographie du SI, architecture d'entreprise, voilà, un peu divers et variés, mais un sujet donc vraiment d'accompagnement sur ces structurations-là. Évidemment, on a une brique organisationnelle, puisque dans notre fonction, évidemment, on accompagne énormément l'humain. Donc, on a des sujets de communication, marketing de la DSI, conduite du changement. Et enfin, tout ça est soutenu par une brique de formation qui se crée et qui nous permet de dynamiser nos interventions globalement. D'accord, parfait. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qu'un schéma directeur des systèmes d'information ? Oui. Alors, le schéma directeur des systèmes d'information, c'est un outil stratégique de la DSI qui permet de présenter globalement le portefeuille de projet et le modèle opérationnel qui permet d'atteindre la cible qu'on se fixe à 3, 4, 5 ans, qu'elle soit ambitieuse ou moins ambitieuse, à vrai dire. Ça va être un document qui est une boussole pour la DSI, puisque c'est un organe qui est important pour la stratégie de l'entreprise, qui est peut-être mis en commun avec d'autres directions et qui permet finalement d'avoir une ligne directrice cohérente et en phase avec l'ensemble des directions de l'organisation. Il permet donc à chacun de se repérer à chaque instant et d'être en mesure de s'y retrouver dans les travaux qui vont être réalisés sur les prochaines années, prochains mois, peu importe. Et donc, globalement, il va offrir une vue stratégique qui incorpore et pose les grandes bases et les grandes lignes de la direction sur les années à venir. Parfait, très bien. Et comment est-ce qu'on en crée un concrètement ? Alors, il y a différentes phases sur le schéma directeur des systèmes d'information. Une première phase de diagnostic. Une seconde phase autour de la création des scénarios cibles. Je dis bien scénarii, donc scénario au Pluriel. pluriel. Oui, Tout à la fait. tendance, effectivement. Et enfin, toute une partie de développement du plan, donc de mise en place de la trajectoire, mise en œuvre et business case. Je vais expliquer ça dans un instant. Donc la partie diagnostic, on vient évaluer les atteintes ou non déjà du précédent schéma directeur des systèmes d'information, puisque le schéma directeur précédent donnait un certain nombre d'indications. Donc il est important de reprendre ce point-là, de vérifier où est-ce qu'on en est globalement. On va également faire une phase de diagnostic, une phase d'audit, durant lequel on va inspecter les aspects métiers, les aspects système d'information et les aspects organisationnels. On fait évidemment une comparaison avec l'état de l'art du marché et ça nous permet de définir où est-ce qu'on veut aller, enfin en tout cas de poser les bases
de où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour définir à terme où est-ce qu'on va aller. La trajectoire. Tout à fait. La seconde phase, donc ça va être la partie scénarii. Donc on vient construire finalement sur des hypothèses, des scénarios d'atteinte des cibles que nous sommes fixés. Il y a évidemment plusieurs chemins qui peuvent être pris, plusieurs grandes tendances peut-être technologiques à prendre en compte ou organisationnelles. Et donc on vient poser ces scénarios et on vient finalement permettre à chacune des parties prenantes de se positionner sur l'échiquier, puisque plusieurs scénarios envisageables. Donc on veut que tout le monde puisse avoir son mot à dire. Il y a évidemment la direction générale qui a son mot à dire, peut-être des personnes clés au sein de la DSI ou dans d'autres directions métiers qui ont leur mot à dire, et les chemins sont divers et variés. Donc on vient construire des analyses SWOT pour permettre finalement à tout à chacun d'orienter sa décision et de se positionner sur le meilleur scénario pour l'organisation. Une fois que le scénario finalement a été sélectionné par l'ensemble des parties prenantes que je pouvais citer précédemment, on vient définir donc la trajectoire de mise en œuvre et les business cases. Donc là, on vient creuser le scénario, puisqu'on était précédemment sur des macro-scénarios. Là, on vient dans du microscopique et on finalise donc le portefeuille de projet. Le modèle opérationnel cible sur lequel on va se positionner. On vient construire des business cases pour les gros projets ou les gros programmes que l'on souhaite créer, évidemment. Et on vient créer des supports de formation pour les chefs de projet et un plan de mise en œuvre du schéma directeur. L'idée étant que finalement l'organisation qui accompagne à la création d'un schéma directeur, normalement, je dis bien normalement, est externe et donne les clés à l'organisation justement pour mettre en œuvre par ses propres moyens. Donc de la collecte d'informations jusqu'à la mise en place des hypothèses de façon plus macro pour ensuite donc aller vers on va dire plus de granularité, voilà des micro-scénarios pour en déduire des supports de formation dédiés à l'opérationnel. Quels sont les points de vigilance à prendre en compte, les défis vraiment que les organisations dont elles doivent être en tout cas conscientes lors de la rédaction et la mise en œuvre d'un schéma directeur des systèmes d'information? Oui, alors selon moi, il y a en effet plusieurs éléments qui sont un peu tricky sur l'exercice. Alors le premier, et je mets les pieds dans le plat, le premier, on va dire, c'est l'éternel combat qui peut exister entre les cabinets, on va dire, spécialistes du métier et les cabinets IT. C'est-à-dire que c'est un sujet IT, mais organisationnel. Donc, à qui est-ce qu'on fait appel pour cela? Il y a un sujet avec les cabinets métiers, donc qui, eux, ont par exemple, je vais citer le secteur public, par exemple, les cabinets secteur public qui ont leur vision de l'IT, mais qui sont peut-être moins capables de venir creuser l'IT, et les cabinets IT qui, eux, sont capables justement d'aller chercher les thématiques métiers, mais qui n'ont peut-être pas toutes les ressources en interne pour challenger les métiers sur l'organisation. Je vais pas aller plus loin. Je pose juste ce débat-là sur la table, mais en effet, il y a un sujet de positionnement vis-à-vis de cela. Nous, on est un cabinet IT. Quand on passe derrière des cabinets métiers, il y a des choses qui nous agacent. Et globalement, je suis persuadé que quand un cabinet métier passe derrière nous, il y a des choses qui les agacent aussi. Bref, voilà, il n'y a pas de bonne solution et c'est pas moi qui l'apporte aujourd'hui. Le second élément sur lequel il faut être vigilant, ce sont les schémas directeurs qui ne coûtent pas cher. Alors, je vais m'expliquer sur cette partie-ci. Globalement, le schéma directeur est un beau pas dans la porte pour beaucoup sur l'aspect commercial pour rentrer chez le client et se positionner sur des projets futurs qui vont être définis par le schéma directeur. Là où il faut être vigilant, c'est qu'il y a de nombreuses organisations qui vont proposer des schémas directeurs, donc pas à perte, mais très peu cher, pour challenger justement, on va dire, leur positionnement sur le marché, dans le but d'aller acquérir des marchés futurs. Et le problème de cette pratique, c'est qu'on va avoir donc des schémas directeurs qui coûtent peu cher, donc évidemment un accompagnement de même qualité. Et un exemple, c'est que par exemple sur la phase d'audit sur cette pratique-là, on va avoir donc une phase d'audit où on va venir demander aux collaborateurs un certain nombre d'informations. Je pense notamment à la partie infrastructure qui est très touchy, la partie cybersécurité. Voilà, ce sont des sujets qui sont très importants d'être capable de diagnostiquer profondément. Et donc, le cabinet qui va venir se positionner de la sorte, on va dire, de manière peu chère, va juste poser des questions et croire sur parole les collaborateurs, alors que peut-être qu'ils détournent la vérité, ou peut-être qu'ils n'ont pas conscience de la vérité, peut-être qu'ils cachent. Enfin voilà, il y a quand même des exercices sur les audits qui sont très touchy. Et donc, on ne peut pas croire à tout bout de champ les collaborateurs. Il faut être capable de les changer, il faut être capable de creuser ce qui est dit. Et donc, par exemple, le schéma directeur
pas cher, hein. Globalement, on va pas aller creuser les informations, donc on va croire sur parole et donc on manque des choses, obligatoirement. Ouais. Voilà, bon, ça c'est un second point. Et le troisième, pour moi, c'est le fait de capter le niveau de maturité des équipes, hein, pour créer des outils qui seront en mesure de s'approprier. Je m'explique, hein, selon la maturité des équipes que l'on accompagne, certaines sont capables de se positionner sur des visions stratégiques de très haut niveau, d'autres pas du tout. Comment est-ce que les livrables qu'on va créer sont autoporteurs et permettent à tout un chacun d'être embarqué dans les réalisations futures? Voilà, il y a un véritable sujet à prendre en compte là-dessus. On ne peut pas créer des documents extrêmement puissants pour des équipes qui n'ont pas le niveau de maturité suffisant. Il faut qu'on soit plus opérationnel et il faut s'adapter à la cible. Oui, évidemment. Et est-ce qu'on peut parler de livrables concrètement? Alors, tout d'abord, on va se dire, pour moi, il y a une phase un peu zéro, qui est la phase de préparation, organisation, lancement, durant laquelle il est important déjà de détecter les orientations stratégiques assignées au futur système d'information. Cette partie-ci, donc, elle est collectée par un certain nombre de livrables qui sont envoyés en amont par le client et donc commencer à positionner là-dessus et commencer à étayer un certain nombre d'orientations stratégiques, comme je le disais. Donc cette partie-ci, évidemment, ça va être quelque chose qui va venir alimenter la suite de l'exercice. Ensuite, sur la phase d'audit de l'existant, donc la phase 1 que je cite depuis le début, on va avoir évidemment l'analyse et le diagnostic de l'existant. On peut faire une corrélation avec des analyses d'expériences similaires ou d'autres organisations du secteur de l'industrie. Le retour Sur la d'expérience. phase, tout à fait, retour d'expérience par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on voit ailleurs. Une troisième, sur la partie scénarii, on va avoir donc évidemment l'évaluation des scénarios de mise en œuvre et l'élaboration des plans de migration associés. On va avoir un plan d'action court-termiste, parce qu'évidemment, on a détecté un certain nombre de choses du côté diagnostic. Les scénarios nous permettent de positionner un certain nombre d'éléments, et donc on a un plan d'action déjà court-termiste qui se met en place. On peut ou non ensuite venir travailler sur l'architecture cible associée à ces différents scénarios. Et enfin, sur la partie trajectoire de mise en œuvre, on va avoir donc le plan d'action moyen-long terme. Donc là, on a court, moyen, long terme qui s'est créé. Donc globalement, on a notre portefeuille de projets qui est exhaustif désormais. On va avoir le plan de mise en œuvre, comment est-ce qu'on va à la cible finalement, le plan d'alignement stratégique du SI, l'organisation de la fonction IT, donc là on est sur la partie modèle opérationnel, le plan de conduite du changement pour embarquer les équipes, les supports de formation et de communication qui sont destinés à l'équipe projet, étant donné que derrière, normalement, je dis bien normalement, le cabinet de conseil a vocation à disparaître, donc il doit donner les clés à l'équipe projet qui vient dérouler l'exercice. Et derrière, on peut ou non intervenir sur la partie gouvernance, à savoir comment est-ce qu'on va suivre et mettre à jour le schéma directeur sur les prochaines années. D'accord, parfait. Donc la documentation finalement est essentielle pour démarrer un nouvel exercice. Donc du retour d'expérience jusqu'au plan d'action court-termiste jusqu'au long-termiste, en passant par l'évaluation des scénarios, jusqu'au support de formation destiné aux chefs de projet. Et justement, comment est-ce que vous accompagnez les chefs de projet pour reprendre en main le schéma directeur lorsque l'exercice est clos ou lorsque votre mission est terminée? En effet, Sarah, tu parlais de prise en main. En effet, les chefs de projet doivent s'emparer de l'exercice, véritablement. Donc, je vois un peu comme une passation, ou même je pourrais tirer vers le côté, c'est une conduite du changement. Et une conduite du changement, c'est communication, formation et accompagnement. Donc, sur la partie communication, on peut peut-être imaginer une plateforme de messages qui va permettre de donner, on va dire, une communication très macro, chapeau pour l'ensemble du SDSI, rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec peut-être des formulations pour les programmes, pour les portefeuilles, pour les projets qui sont d'envergure, qui permettent à tout un chacun de se positionner. Vous savez, les politiciens, quand ils sortent d'une réunion, ils ont tous le même discours, la même phrase, mot pour mot. C'est un peu l'exercice de la plateforme de messages, de se positionner justement vis-à-vis de ça et faire en sorte que la communication soit unifiée, cohérente et que personne n'interprète à sa sauce, on va dire. Et derrière, on va avoir donc, évidemment, les biais d'accompagnement sont divers en fonction de la maturité des équipes, hein, je l'ai déjà dit, et le besoin d'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Donc ça peut être peut-être du coaching, voilà, de la formation, peu importe. À vrai dire, ça va vraiment dépendre de la population qu'on accompagne et de comment il fonctionne. Parfait. Donc effectivement, c'est le succès d'un schéma directeur ne dépend pas uniquement de la qualité de sa conception, de sa mise en œuvre, mais c'est vraiment la capacité à engager les parties prenantes,
à évoluer dans sa culture organisationnelle. Donc, en plein d'intégration du nouveau schéma directeur, on s'assure que tout le monde à bord soit prêt et motivé pour le changement. Et justement, après avoir défini les nouvelles directives, les nouvelles lignes directives, il faut les rendre vivants au sein des équipes. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment embarquer les équipes dans les changements à opérer suite à la mise en place d'un nouvel exercice du schéma directeur. Je vais un peu répondre de manière similaire à la question précédente. On est toujours sur un aspect de conduite du changement. Donc la conduite du changement, il y a différents prismes, hein, je l'ai cité tout à l'heure, communication, formation, accompagnement. On peut également embarquer des sujets de ce que j'appelle le community management, mais globalement, c'est des populations d'ambassadeurs, de champions. Et là, ça va être nos chefs de projet qui, eux, sont largement acculturés à ce qui doit être mis en place. Donc quand là, on parle de conduite du changement, il faut bien se rendre compte qu'il y a un aspect portefeuille, donc on sait ce sur quoi on va travailler pour les prochaines années, mais il y a également l'adaptation du modèle opérationnel pour être capable de répondre aux nouvelles exigences du schéma directeur. C'est-à-dire que si on a besoin de mettre en place des cycles de développement beaucoup plus courts pour faire davantage d'agilité sur nos projets, il va falloir engager des enjeux d'agilité au sein de la structure et donc restructurer un certain nombre de choses. Et donc dans ce cadre-là, voilà, la conduite du changement, elle va être orientée relativement quand même organisationnel. Peut-être une partie sur la partie projet, portefeuille, mais je pense que c'est vraiment sur la partie organisationnelle qu'il y a davantage de travaux à mener. Donc voilà. Donc je citais les éléments, communication, formation, accompagnement, peut-être un réseau d'ambassadeurs à animer, et il va falloir évidemment organiser un certain nombre d'événements, et je pense à l'événement, on va dire, classico-classique, qui va être le kick-off. Le kick-off de lancement du schéma directeur avec les métiers qui vont assister à la présentation de leur portefeuille projet. Et donc, derrière, expliciter l'ensemble des projets qui vont être menés, qu'est-ce qui va se passer sur les 3, 4, 5 prochaines années, et comment est-ce qu'on va structurer l'exercice. Parfait. Est-ce que vous aurez des derniers conseils à la communauté, donc finalement des spécialistes ou des consultants techniques qui se retrouvent face à la nécessité de concevoir un schéma directeur pour la première fois? Comment est-ce qu'on peut prioriser? Oui, alors mon gros conseil sur cette partie-ci, c'est vraiment de s'intéresser en profondeur à COBIT. COBIT est une grosse machine de guerre en termes de... donc c'est un référentiel qui est très connu sur la gouvernance des systèmes d'information. C'est une grosse machine de guerre, c'est lourd, mais c'est d'une exhaustivité assez impressionnante. Donc allez chercher COBIT, renseignez-vous sur les différentes briques, essayez de les adresser une par une et ne ratez pas quelque chose parce que l'exhaustivité du référentiel est d'une puissance assez impressionnante. Donc COBIT est un gros sujet, et derrière, donc par rapport à tout ce que j'ai pu donner comme information aujourd'hui, je vais faire ma pub, mais sachez que sur le blog de Keops, on a un article schéma directeur qui est très complet, qui peut permettre aussi à tout un chacun de mieux étayer l'exercice, de rentrer davantage dans le détail. Donc voilà, n'hésitez pas à consommer énormément d'informations et pour être capable de vous positionner au mieux sur l'exercice. Parfait, merci encore une fois Quentin pour cette discussion enrichissante. Chers auditeurs, nous espérons que cet échange vous a apporté des éclairages utiles. N'hésitez pas à nous poser vos questions et restez branchés pour d'autres épisodes passionnants sur la technologie et la gestion de projet. À très bientôt.